Alors, bienvenue ici au Périscope pour cette table ronde sur la question du droit d'auteur des scénographes dans une perspective éco-responsable, de permettre d'entrevoir et d'encadrer le réemploi d'éléments scénographiques. Il y a une question qui trotte dans ce domaine-là depuis longtemps. Donc, l'idée, c'est d'en discuter avec nos invités aujourd'hui. Je me nomme Yves Chérif. J'ai été invité pour animer cette rencontre conjointement par Écocéno et par la PASC, l'Association des professionnels des arts de la scène du Québec. Et je serai ici donc pour essayer de toujours animer ce débat en compagnie de mes trois invités. Donc à ma gauche, j'ai Georges Azaria, qui est notre spécialiste des droits d'auteur. Dans pas longtemps, vous allez pouvoir vous présenter chacun de vous. Ensuite, j'ai Vano Othon, qui est ici scénographe, et puis j'ai Vanessa Carnin, qui est aussi scénographe. Alors, Anne-Catherine Lebeau et puis Viviane Morin, qui sont dans la salle, de Écocéno et de la PASC, organisent dans le cadre du Carrefour international de théâtre de Québec ainsi qu'au FTA ce printemps certaines discussions pour continuer d'enrichir ce discours sur l'éco-responsabilité dans le milieu des arts. Quelques mots sur Écocéno. Écocéno a pour mission de réduire les conséquences environnementales de la production culturelle en accompagnant, en outillant les différents acteurs-actrices, c'est-à-dire les organismes, les musées, les compagnies productrices et surtout les concepteurs et conceptrices reliés aux enjeux d'éco-responsabilité et d'environnement. Et c'est à la suite d'une question inhérente à comment réemployer des éléments scénographiques qui pourraient servir à de nouvelles pièces de théâtre, par exemple, qui est venue la question du droit d'auteur. Et c'est là-dessus beaucoup qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, je me tourne vers Georges, que je connais bien, puisque je suis de Québec aussi. Alors, de se présenter, et puis on va passer comme ça à tour de rôle. Oui, rapidement, merci pour l'invitation. Georges Azaria, je suis directeur de l'École d'art de l'université, puis j'ai été pendant assez longtemps professeur à la faculté de droit où j'ai enseigné le droit d'auteur, entre autres. Donc, c'est une question qui m'a toujours intéressé, celle du rapport entre le droit puis la pratique des artistes. Donc, je suis très content d'être ici. Merci, Georges. Et puis, tu es aussi artiste, donc est-ce que tu as eu aussi à toi-même devoir répondre en tant qu'artiste et en tant que spécialiste de droit d'auteur sur des questions... Oui, disons que des fois, je peux faire des œuvres qui sont un peu risquées, puis un risque assumé, disons. Bien. Vano? Mon nom, c'est Vano Othon. Je suis scénographe, pratiquant surtout dans la capitale, à Québec. Mes spécialités tournent beaucoup autour de l'espace, le décor, l'espace scénique. Je travaille moins en costume, mais je fais aussi de la conception d'accessoires par moment, oui. Donc, puis au niveau, à ce qui a trait des droits d'auteur, ça m'intéresse moi aussi. Je suis pas spécialiste dans ça. Je suis toujours intéressé de savoir qu'est-ce qui va se passer avec mon œuvre quand elle perdure dans le temps ou quand elle meurt. Donc, je suis bien content d'être ici pour partager ce qui est près de moi, ce que j'observe aussi autour. Très bien. Vanessa? Alors, bonjour, Vanessa Cadrin, scénographe. Moi, j'œuvre dans plusieurs disciplines connexes de la scénographie, autant décors, accessoires, maquillage, costumes, marionnettes. J'enseigne aussi en gestion technique de scène à Montmagny, puis depuis cette année au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Puis c'est sûr que la question du droit d'auteur par rapport à la scénographie, c'est un enjeu assez important aussi, puis aussi qu'on fait de l'art éphémère. Fait que la question de l'éco-scénographie est aussi très importante. Là. Fait que c'est super. Je suis très contente aussi d'être ici pour discuter de ce sujet. Très bien. Donc,
Je me suis dit que pour aussi le bénéfice de tous ceux qui vont entendre et voir cette rencontre, ce serait intéressant de commencer par le début, c'est-à-dire que vous deux scénographes, les objets que vous créez, vous êtes considérés comme à part entière des artisans du milieu des arts vivants ou du spectacle. Mais derrière ça, il y a une notion très simple qui est la notion d'œuvre d'art. Et là, je voulais poser la question que j'avais déjà posée à Georges. Georges, quand est-ce qu'un objet est considéré comme une œuvre d'art? Bien, alors, c'est intéressant comme question parce que ça dépend de quel point de vue on se place. Il peut y avoir le point de vue de la personne qui crée, qui pourrait dire, bien, ça, pour moi, c'est une œuvre et sa définition pourrait faire autorité. Et le milieu de l'art pourrait dire, oui, effectivement, c'est une œuvre et on la reconnaît. Mais il y a une définition aussi qui vient de la loi sur le droit d'auteur et qui n'est pas toujours la même, si on veut. Pour le droit d'auteur, est une œuvre, ce qui témoigne d'un minimum de talent et de jugement. Et on a donc des décisions des tribunaux qui ont défini ce que ça pouvait vouloir dire. Puis c'est une longue histoire que je vais pas vous raconter, mais en gros, c'est des producteurs de bottins téléphoniques qui se sont posés la question, qui ont voulu faire reconnaître le bottin téléphonique comme une œuvre parce qu'ils trouvaient qu'il y avait là un avantage économique pour eux. Et ce qu'on a dit, c'est qu'un bottin téléphonique, ça, c'est peut-être pas original, ou en tout cas pas assez pour être une œuvre, parce qu'on fait simplement classer des noms en ordre alphabétique, puis on met des adresses et des numéros de téléphone. Mais dès qu'on est un peu plus original qu'un bottin téléphonique, assez rapidement, donc on est en présence d'une œuvre pour le droit d'auteur. Et donc, c'est pas la déclaration de la personne, donc, comme je disais, qui va faire que c'est une œuvre. C'est pas parce que dans un contrat, on dit « ça, c'est une œuvre d'art » que c'en est une pour le droit d'auteur. C'est pour ça que c'est assez important de diviser comment le milieu fonctionne, mais aussi comment la loi fonctionne. Parce qu'après, si on veut se référer au droit d'auteur pour dire « c'est une œuvre en vertu de la loi et donc j'ai des droits de communication, des droits de reproduction, enfin, puis pour une durée, puis etc. » ben, il faut que ce soit une œuvre pour le droit d'auteur. Mais je dirais que à peu près tout ce que les scénographes vont faire va être considéré comme une œuvre. Il y a un minimum de talent et de jugement dans à peu près tout ce que les scénographes vont faire. Mais puis après, ben, il y a des distinctions. Le droit d'auteur ne protège pas les idées, mais l'expression des idées. Donc, quelqu'un pourrait reprendre en gros la même idée, mais sous une autre forme, puis ce serait une autre œuvre. Puis ça, on pourrait y revenir peut-être tout à l'heure. Mais bref, la définition de la loi, c'est talent et jugement, un minimum de talent et de jugement, et le plancher est assez bas pour... Et cette loi-là, elle est québécoise, elle est canadienne? C'est une loi fédérale, donc la loi sur le droit d'auteur est une loi fédérale qui date de 1921. Il y a des lois partout sur la planète sur le droit d'auteur. Chaque pays a sa loi, puis il y a des conventions qui disent, ben, on va appliquer votre loi, enfin, on va protéger vos auteurs dans notre pays, enfin, des conventions internationales qui vont dans ce sens-là. Et il y a par ailleurs au Québec des lois sur le statut de l'artiste qui jouent un autre rôle, si on veut. Ça, c'est autre chose. OK. Est-ce que... donc, on comprend que c'est toute douce table que je veux mettre, c'est pour accueillir en fait ensuite le travail des scénographes ou sinon, ce que tu disais tout à l'heure, les costumes, maquillage, etc., même marionnettes. Est-ce que, en fait, cette question-là a pris des années à être réglementée, à être protégée pour pouvoir protéger tout ce que vous faisiez pour être considéré comme une œuvre d'art pour des raisons de légitimité dans votre domaine, c'est ça? Je pense bien, oui. Et à partir d'un certain moment donné, ce qu'on s'est rendu compte, j'imagine de plus en plus, de façon beaucoup plus urgente au fil des années qui passent, c'est qu'est-ce qui se passe avec les matériaux d'une scénographie? On va faire le lien ensuite entre les deux questions. Alors, si je me retournais un peu comme la question toute basique que j'ai posée à Georges, habituellement, comment fonctionne une scénographie? Comment elle est construite? À partir de quel point de départ? Et puis, quelle est sa durée de vie? Et puis, sa fabrication en général? Veux-tu prendre la parole? Non, tu peux y aller. Ben, en fait, la scénographie, à la base, sont des idées qu'on doit concrétiser pour le bénéfice du spectacle. Donc, c'est souvent matériel, pas nécessairement, parce que c'est une question d'organisation d'espace. En tout cas, dans mon cas, je le prends comme ça, mais le matériel entre vite en ligne de compte, parce que pour arriver à créer un univers plus concret, on a besoin de murs ou de planchers ou d'objets ou
de toutes sortes de manifestations physiques qui viennent compléter le texte. Donc, après les idées, il y a tout le travail de conception qu'on fait va demander beaucoup de réflexion avec la mise en scène. Voyez-vous, on n'est pas tout seul dans notre affaire, on est dans une équipe. Alors, il y a quelque chose qui est très, très proche de nous, mais qui se transmet au reste de l'équipe. Et on finit par arriver à ce résultat que vous voyez sur scène. Maintenant, les œuvres qu'on crée, si on est un simple concepteur comme moi, le matériel, après les représentations, que ça dure une fois ou un mois ou une tournée de 10 ans, ce matériel-là ne nous appartient pas physiquement. Alors, comment on en dispose, même si on peut dire notre mot, c'est pas nous qui avons la responsabilité d'en disposer. Donc, c'est-à-dire de l'entreposer ou de s'en départir. C'est qui? C'est le producteur, j'imagine? Ben oui, les producteurs, les compagnies de tout format qui gèrent tout ça. Pour ce que j'en sais, moi, j'ai pas de compagnie. Là. Je suis vraiment un travailleur indépendant qui est engagé par ces compagnies-là. Donc, ce que je crée automatiquement va se retrouver après sa durée de vie de représentation dans des entrepôts si on les garde parce qu'ils ont un potentiel de réutilisation ou parce qu'on pense qu'on va tourner le spectacle. Et sinon, probablement que ça va passer à la casse, là, parce que ça prend de l'espace. Oui, c'est sûr. Et parce que ça prend de l'espace, est-ce que vous utilisez des matériaux qui sont moins... c'est-à-dire, c'est des faux semblants, des trompe-l'œil, vous allez utiliser des matériaux qui ne sont pas nécessairement pérennes dans le temps, qui sont... Vous calculez aussi, parce que vous avez des budgets de départ, j'imagine, que vous devez respecter. Bien, des fois, oui. Puis, pour être honnête, des fois, non. Ça fait un certain moment que je fais ce métier-là, puis je vous dirais, quand j'ai appris mon métier, je ne l'ai pas appris avec cette conscience de recyclage. Ça faisait pas partie de mes réflexions à l'époque, tu sais, mais je me sens pas non plus avoir été interpellé dans cet esprit-là. Je me rappelle quand même d'avoir travaillé avec du matériel existant, la scénographie de mon année de finissant, ce que j'ai conçu, moi, en décor, c'était que du rebut. J'avais fait ça. J'ai été chanceux de tomber sur ce concept-là. La conception me permettait, le spectacle me permettait d'avoir une conception comme ça. Mais après, quand je suis sorti de l'école, j'étais pas nécessairement dans cet esprit-là de recyclage ou de réemploi ou de... Bon, évidemment, avec peu de budget, on va chercher des choses qui existent puis on les transforme, mais... ça ne tient pas toujours la route. Ou en fait, le muscle qui pourrait dire que ça tient toujours la route, il n'existait pas à l'époque. Aujourd'hui, je pourrais dire que c'est un tiers du temps, ce que je fais est durable, mais après, ce qu'on en fait... ça, comme tu disais tout à l'heure, ça sort de tes... Je perds le contrôle. Exact. Je perds le contrôle. Vanessa? Ben, là, il y a comme beaucoup de choses que je vais dire. Oui. Je vais essayer de m'organiser un petit peu. Mais si je veux continuer plus dans l'aspect décor, comme tu dis, Vano, c'est nouveau aussi l'idéation de l'éco-responsabilité en scénographie, parce qu'on est aussi beaucoup pris entre le matériel qu'on va utiliser, le rendu artistique que ça va donner aussi. Fait que des fois, on arrivait à faire des compromis au niveau budgétaire avec des matériaux qui ne sont pas nécessairement tout le temps écologiques, qui faisaient que ça nous permettait de rentrer dans nos budgets puis de pouvoir aussi avoir le fini ou l'aspect artistique qui était désiré. Fait que souvent, avant, la réflexion allait porter plus sur
on rentre dans le budget, puis on a l'aspect ou le fini artistique qu'on désire avoir. Maintenant, les mentalités sont en train de changer. On est de plus en plus conscient en tant que concepteur de l'importance de l'éco-responsabilité, donc on l'intègre de plus en plus, mais reste qu'on a encore à vivre avec des compromis au niveau budgétaire et artistique quand même dans la réalité de notre travail. En tout cas, moi, c'est ce que je vis personnellement là, par rapport à ce dilemme-là. Après ça, ce sera de sensibiliser aussi les compagnies à intégrer ça de manière plus concrète au niveau des budgets, de la production, du temps de production aussi, puis dans les endroits au niveau qu'ils construisent. Là, c'est très technique, pratico-pratique, là, mais en tout cas, c'est une portion de ma réflexion par rapport à ça. Puis si on s'en va plus au niveau costume ou dans d'autres aspects de la scénographie qui prennent peut-être moins d'espace, ont tendance à être plus souvent entreposés, donc plus souvent réutilisés. Donc là, la notion de matière est différente parce qu'on a un produit fini qu'on réutilise. On ne parle pas nécessairement de matériaux dans ce cas-là, ou fait que là, la notion de droit d'auteur devient autant aussi importante parce qu'on réutilise des morceaux qui sont finis, une robe d'époque, disons 18e siècle, qui va être fait, puis qui va être pris intégral, peut-être récupéré dans un autre spectacle. Fait que là, ça devient important de se questionner au niveau du droit d'auteur, justement, là. Oui, c'est là qu'arrive tranquillement cette notion. Est-ce que on peut, si on réutilise, on réemploie des éléments scénographiques ou de costumes, par exemple, dans une autre production, quelle est la question du droit d'auteur qui suit ce matériel qui est utilisé? Donc, au début, on avait parlé qu'est-ce qui est une œuvre d'art. Ensuite, le droit le droit de l'artiste. Maintenant, on peut commencer à aller un peu plus loin parce que la PASC, entre autres, a défendu et a réussi à légiférer à travers différents mandats, à préciser tous ces aspects de droit d'auteur quand il y avait donc un cheminement en fait, déjà de savoir à qui appartient cette scénographie et puis ensuite qu'est-ce qui est possible de faire avec cette scénographie. Pour l'instant, Georges, c'est quoi les limites qu'on a quand on crée une scénographie? Bien, il y a, disons, deux choses. Tu sais, puis tu disais un art éphémère, c'est intéressant parce que le droit d'auteur, ça vient du 19e siècle, ça vient de l'art du 19e siècle, la peinture, la littérature, de la musique qui avait au 19e siècle, puis on n'a pas pensé à ce moment-là que des scénographes, en tout cas, s'il y en avait évidemment, mais on ne les a pas considérés comme des artistes, en tout cas pas à cette époque-là. La loi n'a pas été pensée dans ce sens-là. La même chose pour la mise en scène, etc. Il y a eu beaucoup de changements et de revendications d'auteurs qui disaient ce que je fais, c'est une œuvre. Et donc, c'est intéressant de se rendre compte que ça n'a pas été pensé pour la scénographie parce que précisément, une des caractéristiques de la scénographie, c'est peut-être d'être éphémère, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de garder la scénographie ad vitam et il y a peut-être quelque chose là qui est bien compris de part et d'autre, à la fois de la part de ceux qui conçoivent et de ceux qui utilisent. Mais l'autre défi important, c'est que le droit d'auteur, c'est ce qu'on appelle une propriété intellectuelle, donc c'est un droit d'autoriser qu'on utilise, qu'on monte sur la scène, qu'on reproduise, qu'on filme, etc. Mais ici, comme dans le cas des arts visuels, on est en présence d'une œuvre physique et donc d'une propriété matérielle. Et ce sont deux choses qui sont très différentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir la possession de l'œuvre matérielle, on peut avoir une toile, on peut avoir acheté une toile, mais si on n'a pas acheté les droits d'auteur en même temps, on ne peut pas se servir de cette toile-là autrement que de la montrer chez soi, par exemple. Et on ne peut pas l'exposer dans un musée, on ne peut pas la mettre sur un site Internet, on ne peut pas faire des T-shirts avec ou peu importe. Donc, distinction propriété physique et propriété intellectuelle, donc droit d'auteur, est essentielle dans le cas d'un décor. Puis assez souvent, de ce que moi je comprends, c'est que la personne qui a conçu les décors conserve le droit d'auteur, mais n'a pas la propriété physique des décors, et celle qui a la propriété physique n'a pas les droits d'auteur. Donc on se retrouve avec deux entités qui ne peuvent pas se servir de l'œuvre, une parce qu'elle n'a pas possession de l'œuvre, puis l'autre parce qu'elle n'a pas les droits. Donc, il y a un nœud quand même là. Et comme le droit d'auteur est basé sur la notion de consentement, il faut que le producteur ait le consentement de la personne qui a fait la conception pour utiliser l'œuvre, et il faudrait à l'inverse que la personne qui a conçu ait le consentement
pas pour des droits d'auteur, mais juste pour la propriété physique du décor, si elle voulait l'utiliser dans autre chose. Fait que, pour aller dans ce sens-là, il y a vraiment une réflexion à faire, puis un changement peut-être, je ne veux pas trop m'avancer, mais un changement dans les pratiques autour de ça. N'hésitez pas, si vous voulez intervenir, n'attendez pas nécessairement que je pose une question. Mais c'est ce que tu disais, c'est qu'à un moment donné, tu as conçu une scénographie, mais tu n'as aucune idée qu'est-ce qui vient matériellement avec ta scénographie. Par contre, tu demeures le concepteur de cette scénographie pour toute la durée de l'existence de cette scénographie, et même après, j'imagine, parce que même si la scénographie, si le matériel n'existe plus, au niveau de la mémoire d'une pièce de théâtre, on saura toujours que Vano Auton a été concepteur, associé tout le temps à l'œuvre finale, au service de la pièce de théâtre. Donc, si je continue la réflexion, Georges, quel est le rôle de la PASC à ce moment-là? Comment est-ce que la PASC a intervenu à différents moments pour clarifier ça? Bien, le rôle de la PASC, moi, je pense, est essentiel parce que ça découle d'une loi sur le statut de l'artiste qui a quand même son importance au Québec là, pour structurer les relations de travail. Donc, de négocier des conventions collectives avec des producteurs pour à la fois donner des conditions de travail qui sont intéressantes, mais aussi pour définir ce qui peut se passer avec une œuvre. Tu sais, je pense que c'est l'interlocuteur, disons, le plus intéressant, ou en tout cas certainement qui est incontournable, mais oui. qui est donc central dans cette équation. Là. Je pense que la PASC peut proposer donc même des conventions éventuellement qui sont différentes et qui tiennent un peu plus compte du caractère réutilisable des décors. Parce que quand on y pense, un décor, c'est comme une œuvre, c'est comme une peinture. Ça a le même statut. Le droit d'auteur ne dit pas un décor, ça a moins de valeur. Une œuvre, ça pourrait être un dessin d'un enfant de 5 ans, ou ça pourrait être une scénographie, ou ça peut être quoi que ce soit d'autre, là, a la même protection. Et donc, théoriquement, il faudrait, puis je dis bien théoriquement parce que je sais que ça ne se fait pas, mais il faudrait que les producteurs conservent l'œuvre. Il faudrait même leur dire, ils ne pourraient même pas pouvoir la détruire parce que droit moral-là, que l'œuvre soit préservée dans son intégralité, appartient à la personne qui l'a conçue. Puis on sait très bien que ça ne se passe jamais, mais théoriquement, en tout cas, si on lit la loi sur le droit d'auteur de façon très stricte, il faudrait que ces décors-là soient préservés et qu'ils soient dans des bonnes conditions, comme si c'était un tableau au musée. Parce qu'un tableau, je ne peux pas, si j'acquiers un Picasso à la maison, je ne peux même pas le détruire, même si je l'ai acheté. C'est-à-dire que tu ne peux pas le détruire tant qu'il est protégé par le droit d'auteur. Une fois qu'il n'y a plus de droits d'auteur et de droits moraux, tu pourrais théoriquement... Et quand est-ce que ça arrive? Au Canada, c'est 50 ans pour l'instant. Là, ça risque de changer, mais c'est 50 ans après la mort de l'auteur. Ou des auteurs, parce que des scénos, parfois, c'est fait avec plus qu'une personne. Donc, le dernier co-auteur survivant, on compte 50 ans après ça. Donc, imaginez les entrepôts que ça prendrait, théoriquement, pour stocker tout ça. Tout à fait. Tout à fait. Parce que la seule raison pour qu'on stocke certains matériaux de scénographie, c'est pour des raisons économiques de la part du producteur, en espérant, par exemple, ils vont calculer ça pour une tournée spécifique. Je pense, entre autres, dans les grandes compagnies de cirque, on va créer des scénographies en pensant déjà à la tournée que ces spectacles-là vont faire. Donc, c'est des scénographies beaucoup plus imposantes et créées avec des matériaux plus nobles dans le sens qu'ils vont perdurer, tandis qu'une pièce de théâtre ou de danse qui va jouer une vingtaine de fois, une quinzaine de fois ou 3 fois, évidemment, les matériaux utilisés peuvent rapidement prendre le chemin des poubelles et non recyclées. L'idée d'EcoScéno, ce que je comprends, c'est de changer cette pratique-là et de pouvoir réutiliser, pour des raisons de conscience environnementale, les matériaux et que ça puisse être utilisé à nouveau. Est-ce que ça arrive dans le milieu déjà en ce moment? Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que c'est une pratique qui, avant qu'EcoScéno fasse vraiment, en tout cas, fasse l'effort de ce niveau-là, est-ce que ça existait déjà de pouvoir, par conscience environnementale et non pas par conscience économique du producteur, mais par conscience environnementale, de reprendre des éléments scénographiques? Oui, ça arrive. On a même un exemple que Vanessa nommait avant qu'on entre dans la salle d'une partie d'une scénographie que j'ai créée.
qui a resservi dans un spectacle qu'elle a créé, une scénographie d'un spectacle sur lequel elle a travaillé après. Mais en fait, dans ces cas où l'objet est facilement... comment dire, qu'on ne le reconnaîtra pas comme tel d'une production à l'autre, c'est simple, hein? C'est plus simple de prendre une partie d'une œuvre, une partie d'une scénographie et de l'intégrer dans une autre pour lui donner une seconde vie. Parfois, un coup de peinture fait toute la différence, puis on oublie que ça vient d'ailleurs. Donc, je ne sais pas comment ça s'était passé. Oui, c'est ça, ce serait intéressant que tu nous dises. En fait, c'est qu'on avait récupéré... Est-ce qu'on... C'est un plancher. C'est un plancher, oui, c'est un plancher surélevé, en fait, qu'on a récupéré. Puis moi, tu m'avais même offert tes plans. Oui, c'est ça. Tu m'avais même offert tes plans, puis à partir des dimensions du plancher, moi, j'ai conçu, j'ai joué au bloc Lego à partir de ton décor. Ça a rendu service à une autre pièce, puis comme c'était dans le même théâtre, hein, c'est bien ça. Ouais. C'était dans le même théâtre, ben, ça permettait à la production de faire une économie. Ah oui. Donc, à ce niveau-là, nous, on peut contribuer à ça si on est consulté, évidemment, puis que ce soit fait d'avance. Donc, quand on crée quelque chose, si on sait un peu ce qui s'en vient, ou si on nous dit un peu à quoi pourrait servir notre matériel réfléchi ailleurs, ben on peut contribuer ouvertement à ça d'une façon qui nous enlève rien, là. Dans ce cas-là, pour moi, il n'y avait pas de problème de droit d'auteur ou de propriété intellectuelle parce que c'est un volume qu'elle aurait créé de toute manière. Même si derrière, il y avait une expertise à peut-être surélever le plancher de tel nombre de degrés, etc. C'est-à-dire que tu étais content que cette expertise-là, qui se retrouve dans cet élément scénographique, puisse être partagée et réutilisée à nous. Ben oui, puis, tu sais, à moins que Vanessa m'aurait dit « on utilise intégralement ce que tu as fait », ben peut-être qu'on se serait posé des questions. Mais c'était pas le cas. C'était pas ça le cas. Quel serait le cas inverse? Quand est-ce que vous seriez pas content de... Ben en fait... Parce que là, la question au départ, c'était est-ce que c'est par un enjeu écologique et non économique? Là, cette fois-là, malheureusement, c'était venu d'un enjeu économique, puis comme ça arrive malheureusement trop souvent encore aujourd'hui, mais on est toujours très heureux de pouvoir participer au niveau écologique aussi à ce moment-là. Dans ce contexte-là où on ne reconnaît pas l'œuvre précédente, puis qu'on utilise la matière pour la matière, il n'y a pas d'enjeu au niveau... personne, je pense, aurait un enjeu au niveau des droits d'auteur, où on a un problème au niveau de la réutilisation ou que c'est plus éthiquement discutable, en fait, plutôt, ce serait quand on réutilise une idéation ou un langage avec la même matière qui veut dire la même chose. Tu sais, quand on va réutiliser, je pense, par exemple, Vano, à tes découpes numériques. Les fameuses grilles. Oui, qui ont servi je ne sais pas combien de fois pour le Carrefour. Pendant 6 ans, oui. Oui, c'est ça. Ceux-là, ils ont été très écologiques. C'est un bon exemple. Oui, donc c'est un bon exemple. Mais ça, c'est une esthétique très marquée qu'on n'aurait pas pu réutiliser dans un autre spectacle parce qu'on connaissait la signature, on reconnaissait le spectacle, c'était identifiable. Oui. Du moment où que c'est identifiable à une conception, c'est là que l'enjeu du droit d'auteur embarque. Vas-y. Pour vous mettre en contexte, c'est un fait intéressant ce dont tu parles, c'est que j'avais conçu une scénographie dans laquelle il y avait d'immenses grilles qui faisaient à peu près 24 pieds de haut par 12 pieds de large. Ces grilles-là modulaient, en fait, c'est ce qui créait la scénographie en bougeant, en changeant l'espace. J'avais créé un motif très, très esthétique, très typé, inspiré des motifs de tapisserie des années 50, qui était transformé en grillage. C'était énorme comme objet. Ça a coûté très cher à la production. Puis pendant qu'on le créait, on se disait, ça coûte cher, mais c'est tellement beau, on va le faire. Et le producteur aimait ça, la mise en scène était satisfaite. Puis, pendant que ça jouait, moi, je l'ai vu plusieurs fois, le spectacle, je me disais, ça ne se peut pas qu'on jette l'objet après. Il faut qu'on fasse quelque chose avec. J'avais aucune idée. Et à un moment donné, j'ai eu le flash.
c'est le Carrefour qui m'engageait à chaque année pour travailler sur le café éphémère qui dure 3 semaines pendant le Carrefour. Il m'engageait pour aménager l'espace. Donc, je me suis dit, pour créer une signature, on pourrait réutiliser ces objets-là, les suspendre comme on veut dans l'espace, puis bon, on aurait sauvé des objets qui ont servi au théâtre. Donc, c'est tout à fait approprié de réutiliser des éléments de la saison passée pour les remettre dans un contexte convivial, comme celui du Café Rencontre du Carrefour. Puis le théâtre a bien voulu donner, le Carrefour a bien voulu payer un transport entreposé, puis on s'est servi de ces trucs-là pendant 6 ans. 5 ans, je ne sais plus, le Carrefour pourrait corriger, là. Mais dans ce cas-ci, c'est moi-même qui réutilisais mon propre travail. Voyez-vous? Donc, c'est intéressant parce que j'avais une vue de où est-ce que je pourrais réutiliser quelque chose qui m'appartient de là, mais qui ne m'appartient pas physiquement. Mais les organismes, les compagnies ont toutes été, complices pour aider à ce que ça se... Je vous dirais même que c'est une autre compagnie qui entreposait à chaque année parce qu'on manquait d'espace. Donc, il y a là quelque chose de circulaire qui s'est créé et qui a fait durer un objet. Qu'est-ce qui serait passé si ça n'avait pas été toi qui aménageais l'espace à Carrefour, mais que ça avait été un autre metteur en scène qui... En fait, si tu avais vu tes panneaux utilisés sans avoir été prévenu, étant donné que les panneaux étaient très identifiables de ta signature, là, tu n'aurais été pas nécessairement content et tu serais tourné vers les producteurs pour dire « vous n'avez pas le droit de réutiliser » parce que c'est le cas légal, c'est-à-dire que si j'ai bien compris, quand on crée une scénographie, il y a un droit d'utilisation qui est relié dans un lieu spécifique et pendant une période spécifique. C'est ce que la PASC a voulu. Oui. Donc, idéalement, au départ, la compagnie de théâtre ne pouvait utiliser ces panneaux que pour cette période-là et que dans ce contexte-là. Bien, d'abord, je pense, si je peux me permettre, je pense que la compagnie m'aurait demandé est-ce qu'on peut en disposer de cette façon-là? Je suis certain, là, en tout cas, je pars de ce principe-là, puis j'espère que ça devrait toujours être comme ça. Et pour moi, la première chose, tu sais, c'est sûr qu'il y a cette idée que ne pas jeter et réutiliser ou utiliser d'une manière à récupérer, c'est important, mais après, c'est tellement identifiable à mon travail que dans ce cas-ci, j'aurais au minimum demandé qu'il y ait un crédit quelque part. Voyez-vous? C'est pas pour être mis en avant. Non, tout à fait. C'est juste que tout d'un coup, moi, j'ai réfléchi à quelque chose qui est dénaturé, tu sais, qui est utilisé ailleurs autrement à une autre fin. On me dit, c'est beau ton affaire, on peut-tu le prendre? Oui, c'est beau, mais tu sais, c'est ma carte de visite aussi. Oui. Alors, je le prends comme... Parce que je pense que mon travail artistique mérite qu'on sache ce que je fais pour pouvoir bénéficier éventuellement d'être rappelé, vous savez. Donc, c'est comme un peu la manière dont je le vois. C'est le crédit du réemploi, pour moi, c'est une clé. C'est que si on me le demande, probablement que je vais dire oui. Mais ça dépend aussi du contexte. Dans ce cas-là, il n'y avait pas de problème. Là. C'est le cas, Jean. Il faut toujours avoir une permission, et la permission ne doit pas venir d'ailleurs autant du concepteur que de la compagnie de théâtre initiale. En fait, c'est ça qui est intéressant, puis qu'on dit un peu tout à l'heure, c'est un peu des deux, parce que la compagnie a le décor, mais la personne qui a fait la conception a les droits. Ça fait qu'on ne pourrait pas utiliser cette scénographie-là sans l'accord des deux. C'est pour ça que que peut faire la PASC, par exemple, puis ça peut être intéressant, justement, c'est de prévoir dans ces contrats-là qu'il y aura réutilisation mettre un protocole pour comment les scénos, par exemple, peuvent être réutilisés, ou comment chercher l'accord à la fois du producteur et de la personne qui a fait qui a les droits d'auteur. Il pourrait y avoir des dispositions dans les ententes qui prévoient la réutilisation et un protocole, parce que si après 2 ans, on sait qu'on ne se servira plus jamais de ce décor-là, ou bien on le garde
ad vitam, ou bien on se dit, bon, ben, on peut le démonter, puis dans le protocole, il y aurait, ben, il ne faut pas que ça ressemble à, il faut, tu sais, je veux dire, on peut reprendre des morceaux, tu sais, tout ça est à définir, là, mais tu sais, c'est quelque chose qui pourrait théoriquement se faire. Est-ce que les producteurs ou les compagnies doivent se soumettre à un recyclage des matériaux s'il y a un démontage? Je vous donne l'exemple, disons, une pièce faite de métal qu'on ne souhaite pas réutiliser, aussi pour des raisons de droit d'auteur, mais qu'au moins on va recycler proprement. En fait, est-ce qu'ils ont l'obligation de recycler proprement? Bien honnêtement, en ce moment, pas encore. Je crois qu'ils n'ont pas d'obligation, malheureusement, d'être... En tout cas, je ne sais pas pour toi. Tu sais, il y a des compagnies qui font le choix d'office de le faire parce qu'on est dans une époque où on est très conscient écologiquement de l'impact que ça peut avoir, mais je crois que c'est pas nécessairement... Je crois qu'encore, malheureusement, dans certains cas, l'enjeu budgétaire va prendre le dessus parce que ça prend du temps, de la gestion des transports pour aller porter ça dans les bons endroits, dans les bons... Fait que tout ça est à venir, je crois, puis doit être réinclus dans les exercices budgétaires, en fait, des différentes compagnies. C'est en train d'évoluer, puis je pense que c'est de quoi qu'il faut qu'ils se réintègrent, d'après moi. En tout cas, je ne sais pas, Vano, si tu as une opinion différente que la mienne par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a un désir de le faire. Je ne peux pas parler pour les compagnies. On ne peut pas parler pour eux, OK? Puis, mais on voit des choses. Moi, je vois quand même certaines initiatives de réemploi mais je vois aussi les limites qu'ils ont, que les producteurs et les compagnies ont d'entreposage. Ça coûte tellement cher. Est-ce qu'ils ont toujours le personnel pour gérer le démantèlement des scénographies? Ça a une limite. Ça a une énorme limite. Puis moi, je ne jetterais pas une pierre aux producteurs ou aux compagnies pour ça. C'est global. C'est notre façon de faire qui est comme ça. Alors, c'est exactement le prochain point. Est-ce qu'il y a une façon de faire autre qui, conceptuellement parlant, en bout de ligne, accapare moins d'espace d'entreposage? Est-ce que vous réfléchissez en tant que scénographe étant donné qu'il y a la question de la responsabilité écologique, à être innovant, si je peux le dire, au niveau scénographique, puisqu'il y a ces contraintes écologiques-là? Bien, je dirais que, tu sais, il y a beaucoup de choses, de facteurs là, qui peuvent faire en sorte que la pratique change ou évolue ou s'améliore, à commencer par nous donner plus de temps pour réfléchir les choses. Hein? Parce que bien souvent, et malheureusement pendant la pandémie, le temps, c'est quelque chose qui est devenu autre chose que ce que c'était avant. Et les délais courts nous permettent, oui, de réfléchir, mais je veux dire... il y a quelque chose à ancrer en nous à ce niveau-là, peut-être, de toujours savoir le matériel que tu prends doit être complètement utilisé et doit pouvoir resservir. C'est très difficile pour moi de dire que ça va se régler comme ça, là, parce que, je veux dire, je ne suis pas musclé pour ça. Je suis persuadé que je ne suis pas le seul à ne pas l'être. Là, Non, mais c'est des responsabilités partagées aussi. C'est pas qu'à nous, non. Puis, parce qu'en fait, une conception scénographique au niveau du décor, il y a plusieurs enjeux. Il y a l'enjeu du temps qu'on a à consacrer justement pour la conception. Après ça, il y a l'enjeu du constructeur, le temps que le constructeur a pour créer cette confection-là aussi. Il y a beaucoup d'étapes, en fait, qui fait que, effectivement, si on avait plus de temps de part et d'autre, déjà, il y a de plus en plus d'éléments qu'on peut faire en redimensionnant nos conceptions aussi pour que ça rentre dans certaines grandeurs de matériaux. Là. Tu sais, je sais que moi, je fais ça. Toi, tu dois faire ça aussi déjà. Le plus possible pour essayer d'économiser pour qu'il y ait le moins de pertes possible. Après ça, au niveau du constructeur, il y a plusieurs méthodes de construction qu'on peut penser, tu sais, au niveau de l'assemblage, puis tout ça. Mais tout ça, si on veut prendre le temps de bien l'intégrer dans les nouvelles productions, il faut se donner le temps aussi de les intégrer. Si je peux me permettre.
Oui. Vas-y, Georges. C'est toujours presque déchirant d'entendre des créateurs qui nous racontent toutes les contraintes auxquelles ils font face, contraintes de temps, contraintes d'argent, contraintes de ceci, de cela. Puis c'est vrai que c'est votre quotidien. Moi, je pense qu'une des idées qui pourrait peut-être être réfléchie, c'est d'avoir je lance ça comme ça, mais d'avoir une espèce de certification des corps réutilisables. Comme on a des certifications équitables, bio, etc., d'avoir un organisme, peu importe lequel, qui dit, si vous voulez avoir une certification, puis ça vient peut-être avec certains avantages, etc., vous devez faire vos décors de telle et telle façon. Ça s'adresse à la fois aux artistes et aux producteurs. C'est peut-être aussi une façon de le réfléchir. Donc, dès la conception, de penser que le décor va être réutilisé d'une certaine façon, évidemment, là, pas dans son entier. Et ça peut venir donc avec vraiment un autre organisme qui va certifier que c'est un décor qui est éco-responsable. Enfin, après, il faut juste réfléchir puis pousser ça un peu plus loin. Mais ça pourrait peut-être structurer un peu plus la production de décors autour de cette idée. Parce que là, on parle de la scène, mais je veux dire, en cinéma, je pense que c'est assez intense aussi comment ils construisent et ils démolissent. Oui, dernièrement, puis là, je ne nommerai rien, mais j'ai déjà entendu parler d'une entière conception d'un décor fait en aluminium ou en acier entier qui a été enfoui, qui a été complètement enfoui. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses que plus personne ne veut faire non plus. Puis, tu sais, là, je suis beaucoup dans les contraintes ou les trucs, mais en ce moment, on le voit, là, autant les producteurs, les compagnies, les concepteurs, tout le monde a un aspect beaucoup plus intéressé à intégrer ces nouvelles dynamiques-là. La certification proposée, peut-être, serait une source de motivation, j'imagine, peut-être, mais il y a un intérêt de plus en plus, tu sais, Ecoceno qui fait beaucoup de formations, puis de... Oui, c'est ça, c'était mon autre question, c'est si on comparait vos deux parcours initialement en formation, tu disais, Vano, que c'était pas un muscle qui était nécessairement appelé quand tu as appris la scénographie. Et toi, maintenant qui enseignes, est-ce que c'est maintenant nécessaire de parler dès le départ de cette conscientisation environnementale, de ce qui se passe avec les décors chez les jeunes scénographes? Tu me permets? Je pense... Vas-y. En fait, si moi, je veux juste parler de l'éducation, puis tu parleras... en fait, en ce moment, il y a une révision de programme qui a été faite sur Théâtre Production, là, qui va être implantée en 2022-2023, puis partout dans tous les cégeps qui vont réintégrer Théâtre Production. On a cette responsabilité-là d'intégrer de l'éco-responsabilité à travers les méthodes artistiques de conception, technique, peu importe. Donc, il y a cet intérêt-là et ce sera de plus en plus important. Et de toute façon, les nouvelles générations sont hyper alertes et motivées et à l'écoute. Et ils nous parlent même d'Ecoceno avant même qu'on ait le temps de leur en parler. Donc, ils sont déjà au courant. Puis ça, c'est super beau à voir, en fait, cette nouvelle conscience-là chez les jeunes. Mais effectivement, moi, je sais que quand moi j'ai étudié, même chose pour toi, en fait, on n'avait pas ce genre de discussion-là, en fait, là, au niveau de... Je pense pas que c'est de la mauvaise volonté, c'était juste pas dans l'air du temps. Exactement. Exact. Puis, mais moi, c'est drôle, j'ai une question à poser, là, largement, OK? Parce que, tu sais, on parle de ça, là, l'éco-responsabilité, l'éco-conception. Je trouve ça super et vertueux, mais moi, j'ai une question. Ce que je fais est considéré comme un art éphémère. Comment ça se fait, ça? D'où ça sort, cette affaire-là? Parce que un texte, c'est pas éphémère. Un auteur va être remonté, et une scénographie pourrait tourner 10 ans, et beaucoup plus que ça. Si on parle, mettons, du fameux spectacle Brou, dont même les décors originaux existent encore parce qu'ils ont été acquis par le Musée de la Civilisation. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là de penser que notre travail est éphémère? Moi, ça me dérange beaucoup. Je me dis, pourquoi, au contraire, on ne devrait pas penser à ce que ça dure un peu plus longtemps déjà, hein, ce qu'on fait, puis que ça tourne plus souvent quand c'est possible. Évidemment, on dirait que tout n'est pas nécessairement globalement orienté pour la durabilité des spectacles qu'on crée. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on devrait en faire moins, mais les faire plus durables? Est-ce qu'on devrait travailler plus longtemps dessus pour les garder plus longtemps? Je ne sais pas c'est quoi, je pose des questions comme ça, mais moi,
il y a quelque chose là-dedans qui m'énerve de dire, ben, je travaille sur une œuvre, je mets tellement de cœur, je mets beaucoup de temps, j'y réfléchis pour que le plus de monde possible apprécie, puis j'espère tellement qu'il y a du monde qui le voit puis qui en profite. Et ça dure un mois. Et après, on se pose des questions, comme on se pose aujourd'hui, parce qu'on pense que c'est jetable. Moi, ce que je fais n'est pas jetable. C'est ça. Mais je suis pris avec ça. Tu sais, là, tout d'un coup, mon travail est jetable. Exact. Tu sais, ça fait que je suis un peu... tu sais, je suis comme bloqué, là, tu sais, dans mon... Eh, mon Dieu, là, c'est le prof d'histoire de la Céno qui a envie de parler en moi. Effectivement, c'est plus une question d'histoire du spectacle que de droit. Tu sais, moi, j'ai jamais entendu une compagnie dire « on a arrêté de jouer ce show-là parce que le décor tenait plus ». Non, c'est rare. On n'entend pas ça. Ça se rafistole, un décor. Oui, c'est ça, okay? en plus. Oui. Puis je peux vous le dire, là, pour avoir vu là, toutes les facettes du décor, justement, de Brou, là, je l'ai étudié, là, je l'ai vu, et ça a été rafistolé, réutilisé. Il y a des parties qui ont été refaites, mais l'intégrale existe encore. Puis quand c'est monté, on reconnaît ce que c'est. Puis bon, c'est une affaire précise, unique, de quelque chose qui a eu un succès. Tout ce qu'on fait n'a pas ces succès-là, mais il y a une partie qui pourrait. C'est clair, mais donc la réponse est dans l'histoire. Mais mon Dieu. L'histoire. Bien, en fait, tu sais, les scénographes en tant qu'artistes ont été beaucoup plus acceptés et considérés à partir du 20e siècle avec les grandes scénographies. Puis tout ça, avant, c'est de l'art du divertissement. On était des décorateurs, tu sais, un peu à la méthode souvent qu'on va être utilisée aujourd'hui hors convention pour du corporatif ou dans d'autres contextes. Tout à fait, c'est ça. Parce que pour l'instant, on parle de l'écosystème qui est très... qui fonctionne très bien, qui est celui-là du théâtre, dans un contexte, ici par exemple, de la ville de Québec, où la plupart des joueurs se connaissent. Mais dès qu'on sort de cet écosystème et qu'on va par exemple dans le milieu corporatif, là, c'est une autre histoire. Oui, ou des petites compagnies qui font de l'événementiel ou des choses comme ça, où que là, on fait des conceptions, mais on n'a pas de droit d'auteur, premièrement, puis c'est pas considéré, on n'est même pas nommé, puis c'est surutilisé. Fait que ça, c'est un autre aspect du métier, mais dans un contexte protégé, où on est dans les conventions collectives de la PASC, où on a des droits d'auteur, où on est considéré, c'est ça. Après ça, il y a tout l'enjeu de longévité du spectacle. Est-ce qu'on conçoit pour la tournée ou on conçoit pour un spectacle éphémère? Déjà, à la base, on le sait quand on signe notre contrat, si on signe pour de la tournée ou pour... Oui. Fait que la question aussi est très importante sur est-ce qu'on fait trop de spectacles? Peut-être, tu sais, est-ce qu'on devrait en faire moins puis qui dure plus longtemps? Mais comment on s'assure après ça d'un spectacle qui a comme une pérennité, tu sais, il y a tout ça aussi, là, parce que le théâtre, c'est de l'art vivant qui a cette aussi beauté-là d'être éphémère. Ta scénographie, bien là, puis là, je veux pas... là, je marche sur des œufs. Tu sais, moi, je considère que quand je conçois, il va toujours rester une empreinte. Tu sais, il y a des photos, il y a ma maquette. Cette conception-là existe encore, même si sa durée de vie n'a pas nécessairement été longue, tu sais. Puis refaire une conception qui a déjà existé, on vit tout ça aujourd'hui aussi avec Pinterest, puis tout ça, on réinvente jamais à 100%, on se réinspire, puis là, la notion de droit d'auteur devient importante parce qu'on en a discuté, tu sais, que l'idée intégrale, c'est ça, mais des fois, on peut s'inspirer d'une portion, fait que c'est là que ça devient très fin, là, tu sais. Mais... T'sais, au niveau de l'histoire, c'est vraiment ça. C'est comme le droit d'auteur, proprement dit, c'est seulement à partir du 20e siècle qu'on a été considérés comme des artistes. Fait que là, puis c'était encore des spectacles qui étaient éphémères parce qu'on changeait de mode, de type de spectacle, on changeait d'idéologie complètement. C'était des vagues aussi avec les courants artistiques. Fait que l'aspect éphémère est encore là aussi. Fait que je sais pas, tu sais, aujourd'hui, est-ce que c'est parce qu'on se renouvelle moins? C'est un autre questionnement. J'ai pas de réponse. Il y avait, en discutant avec Viviane et avec Anne-Catherine la semaine dernière, pour Anne-Catherine, il y avait une notion que moi j'ai trouvée assez intéressante, c'est de comparer un peu avec un don d'organes. C'est-à-dire qu'on veut tous, pour des raisons morales et éthiques, vouloir aider un autre être humain en décédant, et si tel organe est encore bon, eh bien, on souhaite en faire don.
Et elle comparait, Catherine comparait un peu ça, à savoir de l'attitude intéressante d'une ou d'un scénographe de dire, moi je trouve que ce que je fais dans toute dans tout le fait de considérer que ce que je fais est une œuvre d'art et que moi comme auteur, je considère aussi que comme la conscience environnementale qui est nécessaire aujourd'hui, de faire une espèce de don d'organes, don de matériaux. Et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être pensable? Parce que de toute façon, à un moment donné ou un autre, il va falloir dépasser, si on veut aller vers cette conscience environnementale, j'ai l'impression, il va falloir dépasser comment je pourrais dire, la notion de droit d'auteur à garder absolument. Et sans nécessairement la dénaturer, mais décider de faire un geste, voir si c'est possible de faire ce geste-là, comme on fait un geste de don d'organes. Et ça, à ce moment-là, à géométrie variable, c'est-à-dire que j'essaie d'imaginer, Vano, tu me diras si ça a de l'allure, mon exemple, mais si une scénographie, par exemple, comprend un plancher qui est patiné de telle façon, qui est vraiment avec une patine très précise que le metteur en scène a fait, un mur qui par contre, lui, est très général, qui sert juste à projeter la lumière, etc., du concepteur d'éclairage, et puis des éléments très précis, un lit qui va se transformer en autre chose. Alors, de décider quels sont les éléments là-dedans qui peuvent servir sans nécessairement retrouver la signature dans une autre pièce. Donc, par exemple, la patine, non, ça, il n'est pas question qu'on puisse revoir cette patine-là de cette façon-là ailleurs. Mais par contre, ce mur qui servait plutôt comme élément géométrique, architectural sur scène, celui-là, oui. Est-ce que ça peut être quelque chose auquel vous pensez quand vous pensez au réemploi? Dans mon cas, je pense que oui. Il faudrait demander à chaque concepteur qu'est-ce qu'il en pense. Là. Les œuvres sur lesquelles je travaille sont décorticables en général. J'y réfléchis, puis je me pose cette question. En fait, c'est comme de dire qu'on réutilise un Picasso pour sa propre toile. On va faire du blanc sur un Picasso. Exact. Donc, c'est un peu le même concept. Ouais. C'est vrai. Dans l'idée qu'on sait que l'objet a été conçu dans un contexte éphémère et puis qui n'ira pas plus loin que ce qu'on avait décidé, que sa durée de vie serait de 1 mois, 2 mois, alors peut-être que dans ce contexte-là, c'est plus simple de l'envisager. Oui. Mais après, quelque chose qui a eu une vie plus longue, je me questionne sur qu'est-ce qu'on doit en faire. Je me questionne vraiment là-dessus. Pourquoi ne pas le garder? Mais si on suit ta logique, ça voudrait dire que la plupart des théâtres garderaient plus longtemps des éléments scénographiques au lieu de les faire circuler. Parce que je crois que derrière ça, c'est l'idée que on va réduire les dépenses reliées à ces ressources qui, elles, ne sont pas nécessairement renouvelables pour essayer de les faire circuler le plus possible dans ce vaste milieu qui comprend pas nécessairement les théâtres, mais toutes les arts de la scène, c'est-à-dire que ça passe d'un théâtre à un événement corporatif, mais reste à l'intérieur cette question épineuse de laisser en partie ou en totalité, pas de laisser, mais d'accepter le partage ailleurs d'une partie de droit d'auteur qui est reliée à une scénographie initiale. Je pense que si... Vas-y, j'ai pas de réponse précise. En fait, je pense que ça revient un peu à des exemples qu'on a déjà donnés. Tu sais, si quand ton panneau avec ton motif années 50 qui avait été reproduit, ça, c'est de la matière qui a été transformée à un tel point qu'on ne retrouve pas ça. C'est pas un matériau, c'est un objet d'art. Exactement. Fait que ça, c'est typiquement un objet d'art. Donc, si c'est réutilisé, il doit venir avec des crédits ou une notion de droit d'auteur ou droit d'utilisation qui doit être demandé. Effectivement, peut-être que Vano va accepter d'offrir la paternité de son objet d'art dans un autre spectacle si
sa paternité est reconnue. Ben, je sais pas, là, j'utilise des termes un peu étranges, mais à partir du moment où on parle de matière, c'est un autre concept. On n'a plus besoin de parler de droit d'auteur. Moi, je pense qu'on parle de bois, de fer, d'aluminium ou de tissu. Puis un autre endroit où c'est peut-être plus complexe, puis qu'on parle un peu moins, mais qui fait aussi partie de la scénographie, c'est le costume, d'après moi. Parce que souvent, on va réutiliser, ou quand on a des objets d'art qui sont très transformés, interprétés, il y a certains concepteurs de costumes qui ont une marque très définie au niveau de la coupe, de la taille, des textures, du tissu. Un exemple, Sébastien Dionne à Québec, on reconnaît la signature de Sébastien. Fait que si on veut réutiliser, il y a un enjeu parce qu'il y a des morceaux de costumes qui sont entreposés dans les costumiers qu'on sait que ça vient de tel ou tel autre concepteur que des fois on veut réutiliser. Mais là, est-ce qu'on met le couteau là, pour récupérer la toile du Picasso? Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Est-ce qu'on peut le réutiliser tel quel avec une... Ça devient très délicat. C'est là que ça devient vraiment important, la nuance. Puis l'importance de se questionner au niveau du droit d'auteur, c'est quand la signature de l'artiste est très présente, quand l'objet d'art est très clair aussi, là, tu sais, que c'est identifiable. Fait qu'il y a ça qui mérite un questionnement très important. Plus approfondi, oui. Ouais. Georges? Ben oui, je pense que la façon, en tout cas, certainement la plus simple, la plus conforme au droit de s'en sortir, c'est que c'est la personne qui a fait la conception qui va décider de ce qui se passe. Tu sais, donc, il faut que la personne dise, oui, ben ça, on peut dévisser tout ça, puis ça devient des panneaux, puis des 2x4, puis c'est correct. Ça, non, ça reste comme tel, puis je veux pas. Puis, tu sais, ça ressemble plus à une peinture ou une sculpture, là, tu sais, pour raisonner avec les concepts qu'on connaît. Tu sais, puis donc, ça, non. Mais ça, oui. Tu sais, je veux dire, puis, mais moi, je vois mal comment quelqu'un d'autre que la personne qui est l'auteur puisse prendre cette décision-là. Tu sais, toute l'idée, ce serait qu'on force cette personne-là à prendre la décision, puis qu'on assume sa décision. Tu sais, si elle dit non, il n'y a rien qui se démonte, puis ce décor-là, il doit rester comme tel parce que c'est une œuvre, puis on ne peut rien faire avec, c'est une chose, mais tu sais, je pense qu'il peut y avoir une conscience qui se développe où dans la conception même, ça va être réfléchi. Tu sais, puis je pense que c'est un peu tout ça qui va peut-être finir par arriver, c'est que le décor va être conçu pour être réutilisé, avec le danger que tout le monde finisse par faire des cubes de... Exactement. Ben, c'est ce qui nous est peur. Oui, ben exact. Non, mais c'est parce qu'après, ça. Dans 50 ans, les historiens de l'art vont pouvoir dire, regardez, à partir de tel moment, ils ont voulu... Ils ont permis la récupération, puis ils sont tous mis à peu près à faire des scénos qui se ressemblent. Je veux dire, ce qu'on ne veut pas, évidemment, non plus, mais je pense que vous êtes plus agile que ça, là, mais ça reste un danger potentiel. Ça reste un danger très potentiel, en fait. D'ailleurs, j'ai une remarque assez naïve, étant pas scénographe. Est-ce qu'à ce moment-là, les projections, des environnements virtuels et tout ça peuvent... Encore là, c'est une autre notion de droit d'auteur, parce que ce qui est projeté a une notion de artistique. Fait que l'image qui est utilisée, est-ce qu'elle a des droits? Est-ce qu'elle a été conçue, a été faite Forcément, oui. Fait que, oui, c'est une réponse écologique, mais jusqu'à quel prix? Parce qu'on sait que tout ce qui est stocké sur Internet ou le processus ou les ordinateurs qui sont utilisés, finalement, il y a une empreinte écologique aussi. Tu sais, c'est pas toute la solution non plus, là, tu sais, la vidéo. Puis c'est un style. Mm-hmm. Oui. Est-ce que tout d'un coup, vous voulez voir que du théâtre avec des projections en scénographie? Tu sais, je dis vous et pas vous, mais vous. Tu sais. Je dis parce que c'est le fun, tu sais, des fois ça marche super bien en plus de ça. C'est un médium scénographique, la vidéo. Mais des fois, c'est pas approprié. Des fois, ça s'intègre mal. Des fois, on veut pas ça pour des raisons X. Comme des fois, on veut aucun mur. Des fois, moi, je veux même pas voir un pendrillon. Tu sais, si on s'obligeait à ne travailler qu'avec un médium, ce serait pas mieux non plus. Tu sais, Puis c'est ça aussi la beauté de l'objet d'art scénographique, c'est de voir des choses qui sont faites avec de la matière concrète,
qui semble irréel. C'est la magie qui est opérée justement sur scène de mettre des trucs en apesanteur, des choses qui sont construites en matière première, que quand on se promène à travers, oui, on voit tous les défauts, les trucages, mais que quand on est dans l'espace du public, c'est pas du FX qui a été fait par ordinateur ou des trucs comme ça. On peut être encore surpris par l'espace physique d'une scénographie, puis ça, c'est encore plus impressionnant, on dirait, aujourd'hui, quand on est saturé de télévision puis de cinéma. Tout à fait. C'est ce qui nous ramène à notre magie propre aussi. Ça fait partie, quand on dit la magie du théâtre, l'affaire de l'illusion, là, la vidéo en fait partie aujourd'hui, mais avant ça, tout ce qu'on réussit à faire, nous, par nos procédés, nos conceptions, nos réalisations, il ne faudrait pas balayer ça parce que c'est de la matière qui est irrécupérable, tu sais. Fait que, je sais pas, moi, je suis pris là-dedans, tu sais, parce que j'aime tellement... Quand je conçois un décor, je pars de la matière, puis je dessine même pas, j'y vais en 3D avec du carton, tu sais, parce que c'est une approche de sculpture, tu sais. Donc, je me vois mal aller tout d'un coup... j'essaie tout, là, j'essaie différentes choses, tu sais, mais je peux pas balayer ça, c'est mon processus créatif qui m'amène là. Donc, c'est ça, tu sais, en tout cas. S'il y avait un producteur qui était avec nous ou une compagnie de théâtre qui agit qui a ce rôle de producteur, si on dégage ce qu'on s'est dit tout à l'heure, qu'il y aurait une possibilité chez vous, les scénographes, de dire, bon, tels éléments, non, ça, c'est considéré comme un objet, mais ceux-là, comme du matériel, des matériaux à réutiliser, ça, c'est une chose. Vous donnez votre consentement pour ça. Le producteur, à ce moment-là, Georges, pourrait dire, bon, d'accord, alors, puisqu'on est d'accord là-dessus, tels éléments de matériaux seraient réutilisés en termes de droit d'utilisation, parce que ça, c'est ce qu'eux signent. Il y aurait une entente qui pourrait dire que, puisque vous avez donné votre accord sur cette partie-là, la scénographie, le producteur pourrait dire, oui, ça, d'accord, on peut le donner, perdurer dans une autre scénographie, et recycler dans une autre scénographie, réutiliser. Et ainsi de suite. Cette autre compagnie pourrait dire, mais à ce moment-là, est-ce qu'il y a une coupure du droit d'auteur par rapport à ce matériau qui continuerait à voyager et à être réutilisé dans d'autres... C'est ça qui est curieux, c'est que là, on défait l'œuvre, fait que l'œuvre comme telle n'existe plus. Évidemment, les photos de l'œuvre, les films de l'œuvre, tout ça, la conception même de l'œuvre, c'est pas parce que l'œuvre n'existe plus que quelqu'un pourrait dire, je vais refaire exactement la même scéno, c'est pas vrai. Il reste qu'il y a un droit d'auteur, mais l'objet physique n'existe plus. C'est comme quelqu'un qui ferait une peinture ici sur le plancher, on pourrait 10 secondes après la recouvrir d'une peinture noire, mais il y aurait quand même une œuvre qui existait sur laquelle il y aurait des droits. Donc, mais c'est juste qu'on n'aurait plus la trace matérielle de l'œuvre. C'est comme l'improvisation, c'est comme plein de choses. Mais donc, oui, il y aura encore des droits sur cette scéno-là, mais c'est juste qu'on n'aurait plus l'objet. Mais ça voudrait dire que la personne qui a fait la conception pourrait autoriser qu'on la refasse une autre fois, et que c'est elle-même qui pourrait l'autoriser. Si on veut la refaire. Si on veut la refaire, oui. Donc, la personne ne perd pas ses droits parce que l'objet est détruit. La personne qui a fait la scéno conserve ses droits d'auteur. L'objet n'est plus là. Donc, c'est peut-être la seule différence. Et une porte de sortie pour des parties de scénographie qui pourraient être réutilisées dans d'autres pièces. Un, qu'elles ne soient pas reconnaissables, ça semble être très clair. Et deux, qui est aussi... et encore là, avec l'accord initial de scénographe, qui est aussi une reconnaissance, ou en tout cas un libellé, quelque chose qui pourrait, ou qui pourrait dire dans le programme, cette scénographie a été bâtie en partie grâce à aucune idée comment écrire ce libellé-là, mais grâce à la réutilisation de matériaux venant d'œuvres anciennes, ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. Oui. Dont telle par telle scénographe, des choses comme ça. Parfois, on utilise des œuvres. Même moi, j'ai déjà utilisé une toile d'un peintre dans un décor, puis une artiste là, contemporaine. Puis il y avait une notion, tu sais,
que cette toile-là appartenait ou était de tel artiste. T'sais. Un peu le même principe que ça qui pourrait être intégré dans les différentes productions s'il y a réutilisation d'une œuvre ou d'une partie de l'œuvre qui a été faite. T'sais. Les crédits, là, ce que tu expliquais tout à l'heure, en fait. Là, c'est ça. Puis, mais je dirais même que, mettons, dans mon cas, c'est arrivé que je me suis inspiré d'artistes visuels ou de peintres, puis j'ai demandé ce que ce soit noté parce que c'était pour ceux qui connaissent identifiable. C'était voulu dans la conception d'être inspiré. Oui. Donc, à ce moment-là, c'est aussi mon devoir de le dire, tu sais, de ne pas cacher ça, hein, jamais de la vie, je voudrais. Donc, il y a ça aussi, tu sais. Oui. Donc, je sais pas, tu sais, je pense pas qu'il y a une manière très précise de faire, parce que chaque spectacle est unique, donc le résultat, ce qu'on en fait est unique, puis le réemploi peut être multiple, mais je sais pas quelles sont les solutions, mais tantôt, vous avez dit un mot, protocole. Je pense qu'il y a ça qu'il faut intégrer dans nos pratiques de réemploi, tu sais. Des façons de faire ou de poser des questions, de ne pas omettre, de dire on voudrait réutiliser ceci, est-ce qu'on peut, si oui, comment? Tu sais, donc, je pense qu'il n'y a pas une formule, mais des formules, peut-être. J'ai envie de me tourner vers Viviane et Anne-Catherine pour un peu savoir qu'est-ce que vous en pensez et un peu voir si on n'a pas oublié certaines directions ou certaines questions qui, pour vous, sont primordiales dans ce débat. Anne-Catherine? Non, je pense que c'est ça, c'est complexe. On a abordé différents enjeux, puis on est tous en train de chercher des réponses ensemble. Puis, c'est ça, on revient aussi aux aspects très reconnaissables par rapport aux matériaux qui ont qui peuvent devenir des simples matériaux, puis aussi par rapport au crédit, à la reconnaissance en fait du travail de l'artiste quand c'est reconnaissable. Je pense que c'est un enjeu qu'on met vraiment de l'avant, qui est primordial, qui est fondamental. Je pense que c'est super intéressant aussi la distinction super claire de qui se retrouve avec la propriété physique du matériel à la fin, mais que le droit d'auteur est conservé toujours par le concepteur. Donc, ça clarifie quand même des choses, je pense, qui sont intéressantes. Peut-être, on l'a abordé, ça a été mentionné à plusieurs reprises, mais ce qui m'intéresserait peut-être de creuser au niveau de l'utilisation, tu l'as mentionné en début, Vanessa, disons dans le costume, si c'est une robe qui est vraiment reconnaissable, ou si le plancher patiné dont tu parlais tantôt, Yves, même si c'est un morceau d'une scénographie dans le fond, ou un morceau d'une conception totale, si on ne veut que réutiliser ça, c'est quoi ce cas de figure-là? Ça, c'est toujours aussi embêtant, comme par exemple, si les grilles, quelqu'un les avait trouvées magnifiques, avait voulu les intégrer, eh bien là, il y a la question du crédit, on en a parlé du crédit, il y a aussi la question des droits d'auteur au niveau monnayable aussi, dépendamment de dans quel contexte ça va être utilisé. Est-ce qu'il y a des droits d'auteur? Est-ce que si c'était utilisé pour un show qui va faire énormément d'argent, est-ce que c'est seulement un crédit ou est-ce qu'il y aurait est-ce qu'il faudrait codifier aussi des droits d'auteur liés à ça? Puis des fois, moi, ce qui me déchire aussi des fois, c'est par exemple si les grilles, on décide de les détruire parce qu'on reconnaît la signature de quelqu'un. Des fois, je trouve ça dur, puis je me dis, mais est-ce que ce serait pas plus rendre hommage à l'artiste qu'on puisse continuer à réutiliser ça? Puis c'est quoi? Comment on balise ça? Comment on organise ça? Fait que c'est pas une question claire, mais disons que moi, c'est là où j'en suis après la discussion. Si vous voulez réagir, sinon on peut aussi demander à Viviane. Ben, D'accord.
Oui, Ben, vas-y, Vanessa. Bien, tantôt, on va nous parler d'un protocole. C'est sûr que c'est à établir puis à définir encore pour ce genre d'utilisation-là, d'après moi. Puis malheureusement, souvent, la question de crédit ou de droit d'auteur vient toujours de des dilemmes financiers et budgétaires. Tu sais, si on n'avait pas ce dilemme-là ou ce questionnement-là, je pense que, tu sais, d'office, on dirait, ben on va verser des droits d'auteur pour la réutilisation des grillages. Tu sais. D'après moi, tu sais, ça fait partie. C'est comme moi, quand j'ai payé des droits pour l'œuvre qui était dans mon décor, tu sais, ou que j'ai acheté la toile, puis je lui ai demandé la permission pour la mettre dans un décor avec un crédit à son nom. Fait qu'après ça vient la responsabilité dans le protocole de respecter la chaîne c'est l'artiste qui l'a créé, qu'est-ce que l'artiste est prêt à concéder comme droit par rapport à l'utilisation de Est-ce que, ça me fait penser à quelque chose, Georges, est-ce qu'il arrive des cas de figure où le producteur a tellement une grande main imposante que peut acheter les droits d'auteur, c'est-à-dire être complètement écarter l'auteur? Absolument. C'est-à-dire que là, c'est pas le cadre de ce qui a été négocié par la PASC, mais on peut penser que dans d'autres entreprises où les scénographes sont des salariés, par exemple, ça, c'est une des exceptions dans la loi sur le droit d'auteur. Si on est salarié, nos droits d'auteur vont à l'employeur, mais il faut vraiment être salarié, donc à l'emploi et que la création se fasse dans le cadre de ce travail-là. Mais on pourrait aussi, en dehors donc des contrats à PASC, puis en dehors même du concept de salarié pour une grosse boîte, par exemple, avoir un producteur qui dit « j'achète le décor, il va être à moi et je prends tous les droits d'auteur ». Le droit d'auteur, ça se négocie. Au départ, il appartient à la personne qui est auteur, mais après, la loi sur le droit d'auteur dit « faites ce que vous voulez ». Tu sais, ça fait que... c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait des conventions qui disent « nous, on représente ces artistes-là, puis on les défend de telle et telle façon ». Mais s'il n'y a pas ça, puis si c'est vraiment à chaque fois le gros qui négocie avec le scénographe, il est très possible que dans ce déséquilibre de force-là, les droits soient toujours avalés, si on veut, par le producteur. Je ne dis pas que les producteurs veulent tout ça, mais ce serait théoriquement possible. Mais c'est totalement délicat aussi parce que moi, dans un autre cas de figure, j'ai été engagée pour faire des têtes de personnages dans un contexte où je n'étais pas protégée par la PASC, par les conventions, puis comme la production me payait un salaire, me payait le matériel, mais ne me payait pas de droits d'auteur. Après ça, même si j'ai une conception immense qui a été faite par rapport à ça, ça a été considéré comme du matériel, puis ça ne m'appartenait plus, tu sais. Fait que tout ça, c'était très naïf de ma part, mais plus jamais je referai ça de ma vie. Mais ça, c'est une autre question qui est très délicate au niveau du droit d'auteur, mais qu'il faut aussi mettre en considération dans les réflexions, parce que si on établit un protocole, il ne faudrait pas que ça devienne de cette façon-là non plus. Là. Je me tourne vers Viviane. Moi, qu'est-ce que je trouve important de dire, c'est que la pression ne soit pas tout le temps sur les concepteurs. Justement, dans la fabrication, si on s'en va vers ça, il faut que ça soit partagé. Ça, je sais que ça a été mentionné, mais c'est quelque chose que je pense qui est vraiment important. Ça ne doit pas tout retomber sur les épaules des concepteurs. Ça, c'est une chose. Une autre question de pression, si un concepteur, il y a quelque chose de vraiment identifiable, puis lui souhaite pas, elle ou lui ne souhaite pas que ça soit réutilisé, il ne faut pas qu'il y ait une pression de dire, ben toi, tu n'es pas écologique ou tu veux pas, ou tu sais, il faut respecter aussi le choix des personnes qui pensent, qui ont peut-être, parce que des fois ça peut être une question de confiance, qui ont peut-être pas confiance jusqu'à où ça va se rendre leur conception. Puis tu sais, Vano, je trouve ça important, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, si on me le demande, tu sais, si chaque personne doit être consultée, tu sais, ça pour moi c'est super important parce que ça peut être différent pour chacun de comment ça va, de qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur conception, l'utilisation. Puis ça, c'est la base, la consultation. Puis encore plus loin, d'être impliqué dans en quoi ça va être réutilisé aussi. Tu sais, c'est pas juste tu veux-tu laisser aller ça? C'est sûr, comme on parle, il y a une question de matériaux, puis il y a une question d'identifiable, tu sais. Mais justement, qu'est-ce que Vano disait, qu'est-ce qui a été réutilisé pour le Carrefour, là, c'est lui qui était, tu sais, qui le faisait. Donc, tu sais, il y avait la main mise dessus, tu sais, puis c'était super identifiable, mais
ça n'avait pas été lui, c'est bien que la personne sache qu'est-ce qui va se passer si c'est identifiable, par exemple, et qu'il y ait un crédit de base. Tu as dit au minimum un crédit. Moi, j'irais plus loin, là, mais parce que c'est vrai aussi, c'est ça, si c'est identifiable, c'est une question économique, mais ça devrait peut-être pas l'être parce que le producteur va réutiliser quelque chose qui est identifiable. Peut-être que sa production, au final, c'est des choix de production, toujours. Peut-être au final, sa production va lui coûter moins cher, mais la personne va avoir eu des droits d'auteur, puis ça va avoir duré plus longtemps, tu sais, aussi. C'est des choix de production, selon moi, après ça. Donc, il y a des protocoles, puis on n'en est vraiment pas rendu là, puis on n'est pas rendu non plus à les intégrer dans les ententes collectives. Là. Ça c'est un travail de longue haleine, là, mais effectivement, il pourrait y avoir quelque chose autour de ça. Jean, est-ce qu'il y en a qui ont des observations, des questions, commentaires? Oui, Marianne. Moi, j'ai une curiosité. Pour vous, je me demande d'un côté légal, est-ce que c'est une question qui s'est posée dans les autres domaines artistiques? C'est-à-dire, je comprends tout à fait, une scénographie, c'est un ensemble, et dans cet ensemble-là, évidemment, il y a un droit d'auteur, un droit intellectuel, mais par exemple, dans une sculpture, si une sculpture est brisée, donc si on retrouve la tête, on peut l'identifier facilement. Si on retrouve le petit doigt, est-ce que le petit doigt a aussi un droit d'auteur? Est-ce que c'est des choses qui se posent en sculpture, en peinture? Tantôt on parle de découper un petit morceau de Picasso. Est-ce que le morceau a la même, a ce même droit d'auteur que la globalité de la chose reconnaissable ensemble? La fragmentation ne change rien, finalement. C'est une bonne question. C'est-à-dire, la fragmentation, si c'est pour réutiliser, puis là, il y a comme deux façons de répondre à la question. Dans un contexte, mettons, d'échantillonnage de musique ou de réemploi en art visuel, si on prend un bout qui est non reconnaissable d'une pièce de musique ou d'une toile ou peu importe, donc qui n'est pas une partie importante de l'œuvre et que de toute façon personne ne s'en rend compte, le débat est assez vite réglé parce qu'on pourrait prendre une fraction de seconde d'une pièce de musique et on ne peut pas dire que c'est une partie importante. Donc, l'ongle du doigt d'une peinture, là, mettons que ça peut aller. Mais ça, c'est pour s'en servir pour des reproductions, pour d'autres utilisations. Mais si la question, c'est si on le découpe, si on l'enlève, puis si on porte atteinte à l'intégrité même de l'œuvre, est-ce que c'était ça la question? C'est ça. Fait que, bref, s'en servir pour la réutiliser en termes de droit d'auteur, donc pour la reproduire sur une autre chanson ou sur une autre toile ou dans un film, mais juste un petit bout qui est à peine identifiable, ça, il y a comme une zone de tolérance, si on veut, là, à définir, mais en tout cas, ça existe. Sinon, le droit d'auteur protège l'intégralité de l'œuvre. Le droit moral, c'est le droit qu'on soit reconnu comme auteur de l'œuvre, donc le droit d'attribution, et le droit que l'œuvre soit préservée dans son intégralité. Puis il y a eu, entre autres au Québec, plusieurs décisions qui ont condamné des lieux de production ou même des municipalités au Québec parce qu'on a détruit des œuvres. Et donc, c'est un peu un classique de détruire une œuvre en art visuel, bien, ça ouvre forcément la voie à une poursuite, puis c'est assez rare que ceux qui l'ont détruit s'en sortent. Puis même peinturer une œuvre d'art public, on va la mettre en rouge finalement, c'est plus beau. Bien, on ne peut pas faire ça. Le droit d'auteur, vraiment, le droit moral sur l'œuvre, c'est on ne touche pas à l'œuvre et même on est obligé, normalement, en tout cas, tous les contrats de 1% d'intégration d'œuvre à l'architecture au Québec obligent même à ce qu'on conserve l'œuvre. Il y a même des directives pour entretenir l'œuvre pour pas qu'elle se dégrade. Donc, alors là, on ne peut certainement pas retirer quelque chose. Il faut vraiment la préserver. Mais... Donc, on est condamné à garder les œuvres. Bien, c'est ce que je disais tantôt, théoriquement, oui. Théoriquement, oui. Oui, puis je veux dire, il y a eu un cas assez intéressant que tu connais, Yves, peut-être d'Armand Vaillancourt, qui avait entreposé ses œuvres à l'usine C. À l'usine C. Et l'usine C, à un moment donné... Enfin, il y a plein d'allers-retours dans cette histoire-là, mais... On ne reconnaissait pas l'œuvre, en fait. Oui, c'est ça, mais à la fin, pour des ouvriers, c'était peut-être juste des morceaux de bois empilés, peu importe. Ils ont quand même mis au vidange une œuvre d'Armand Vaillancourt et ils ont été condamnés à rembourser, et puis une somme assez importante, parce que là, on s'est demandé, ça vaut combien une sculpture de Vaillancourt, puis tout ça, puis la somme a été assez importante, puis bref, là, on a vraiment détruit une œuvre. Ça fait que, tu sais, sur la question de est-ce qu'on peut détruire, la réponse en droit d'auteur, c'est non, il faut vraiment même, faut pas
enfin, il faut préserver, en tout cas, le mieux possible une œuvre. C'est pour ça que la scénographie, si on la met au vidange, en principe, on vient de porter atteinte au droit d'auteur de l'œuvre. C'est ce que je pense. Oui, Exactement. c'est clair. Mais c'est ce que je disais au début, dans la pratique, il n'y a jamais personne qui... En tout cas, c'est très rare qu'on lève la main pour ça. En tout cas, moi, j'ai jamais vu de décision au Canada sur une question de scénographe qui poursuit un producteur parce qu'il a jeté un décor. Il y a un début à tout. Ben oui. Mais c'est parce que, après, il faut se poser la question si c'est irréaliste pour le moment. Ce qui serait important, c'est de s'organiser. Puis, merci Viviane de dire que le poids ne doit pas être seulement sur le dos des concepteurs, parce que ça c'est non plus irréalisable. Mais si on s'entend pour dire que, OK, on travaille dans l'éphémère, il faut que ça soit recyclé et non jeté. Si on part de là, il y a déjà un énorme pas de fait, je pense. C'est pas toujours ça, mais quand c'est fait, on peut l'applaudir, là, déjà. Puis aussi, tantôt, il y avait une suggestion d'éco-certification ou, éventuellement, peut-être qu'une situation d'éco-frais pour les compagnies qui produisent aussi pourrait être un enjeu, une obligation légale de récupérer les décors. Comme ça, la responsabilité est partagée et provient même de la compagnie qui produit ces spectacles-là aussi. Puis le concepteur, dans ce cas-là, n'a pas le choix, ou, est encouragé et surtout appuyé dans une démarche écologique de conception. Fait que là, l'enjeu devient complètement différent et en concertation des différentes parties pour pouvoir que ce soit réalisable aussi. Là. Tout à fait. Non, c'est clair. Puis il y a déjà quand même toute une réflexion, puis il existe quand même au Québec là, plusieurs organismes qui font la certification. Écocéno pourrait tout à fait dire, nous allons certifier que tel décor est éco-responsable. Enfin, après, il faut définir. Puis ça vient souvent avec du financement, puis ça vient avec un prestige peut-être, ça vient avec éthiquement aussi un certain confort. Il y a comme plein d'avantages à ça, mais c'est bien du travail à mettre sur pied, là, c'est évident. D'autres réflexions, d'autres questions? Chère salle? Très bien, mais c'était fort intéressant. C'est sûr que la conscience écologique, elle est pas là pour disparaître dans les conditions de la planète où on est en ce moment. Mais on voit derrière qu'il y a des questions fondamentales de droit d'auteur, de la question éphémère. Et j'avais jamais remarqué cette notion-là là, entre un objet éphémère ou non éphémère, un objet d'art éphémère ou non. Et puis il y a une pratique aussi. Il y a vraiment la pratique qui est reliée à des enjeux budgétaires dans un écosystème, celui-là du théâtre qui semble être assez conciliant, mais à l'extérieur qui semble être encore... et la question salariale aussi, c'est tout à fait pertinent, c'est-à-dire que s'il y a des compagnies qui sont assez importantes pour salarier des concepteurs, on aurait l'impression que ça balaye leurs droits. Alors, c'est forcément pas une partie gagnée à ce niveau-là, en termes d'éco-conception. Alors, voilà. Merci beaucoup à tout le monde, et puis bonne continuation. Merci. Merci. Merci.